Le prochain speaker, il va nous parler, je crois, de comment on fait des services qui crachent moins en prod, qui tiennent mieux la charge, qui résistent, qui sont résilients. Alors bon, je vais vous demander d'être très bienveillant parce que c'est un petit nouveau et pas très habitué à la prise de parole en public et tout. Enfin, je sais pas si c'est la première fois, mais il a encore beaucoup de boulot là-dessus, donc il va falloir être sympa avec lui. Pascal Martin, les amis. Je vais faire comme tous les autres speakers, c'est le moment où je demande si on m'entend. Et donc la première chose qui arrive sur le stream, c'est est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. OK. Bonjour tout le monde, on a à peu près une demi-heure, donc on va aller vite. Et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Eh bien, une de nos valeurs, un de nos objectifs, c'est de toujours créer la meilleure expérience utilisateur possible et mesurable de streaming. Et un autre, je rappelle que l'innovation et les fonctionnalités sont bien, mais seulement si elles sont rock solides. C'est des choses qu'on trouve sur notre site corporate, c'est des choses qu'on applique. Mais en face, quand on va en conférence, on entend le CTO d'Amazon, et je parle de tout Amazon, plus d'1 million d'employés, qui dit régulièrement que tout pète, c'est la vie, ça pète tout le temps, faites avec. Et c'est là où on commence à penser résilience. Et la résilience, c'est l'histoire d'une panne qui n'est pas arrivée. Et je vous en ai parlé il y a 3 ans, je vous en ai reparlé il y a quelques mois dans un LFT. Si vous voulez vous en souvenir, c'est le LFT où j'ai montré cette carte, qui en général a plutôt bien marqué les esprits, parce qu'on en reparle encore de temps en temps. C'est aussi le LFT où j'ai dit que quand on déployait un bug sur une application A dans une architecture comme celle-ci, le blast radius de l'application A, le rayon d'explosion de cette application, c'est l'ensemble de notre plateforme. J'ai aussi raconté ma vie, j'ai dit que j'avais bossé dans la presse il y a longtemps et qu'on avait accepté de ne pas afficher certains blocs sur notre site de presse, on n'arrivait pas à les générer. Par exemple, on n'affichait pas la météo. L'alternative, on a eu pendant un certain temps, c'était ça, c'était d'afficher site indisponible, ce qui est un petit peu moins satisfaisant pour nos utilisateurs. J'ai conclu en rappelant que l'architecture du haut, avec 2 applications qui s'appellent l'une l'autre en temps réel et qui sont fortement dépendantes l'une de l'autre, l'architecture du haut n'est pas une architecture microservice. Une vraie architecture microservice, ce sont des services qui communiquent en asynchrone, qui sont indépendants, et notre site continue à fonctionner, même si l'application B s'écroule. Aujourd'hui, je vais passer au-delà de tous ces principes de base, et je vais rentrer un peu plus à fond dans 3 grandes idées, 3 grands principes qui vont nous permettre d'améliorer la résilience de nos plateformes. Tout échoue un jour, on va parler d'aléatoire. Allez, la problématique. Quelle est la problématique? Eh bien, si vous arrivez vers 8h45, vous le savez, j'aime mon café le matin. Donc imaginons la machine à café ici au bureau le matin. Bon, c'est peut-être pas la même image qu'ici, ça ressemble un peu plus à ça. Et encore une fois, on m'interdit de faire quoi que ce soit de visible sur nos applications, donc je me rattrape pendant cette présentation. 9h du matin, quelqu'un arrive prendre son café du matin. Mais il est 9h, donc cette personne n'est pas seule. Plein de gens arrivent à la machine à café. Et la machine à café n'est pas très rapide, donc il faut un petit peu de temps pour avoir un café. Puis un deuxième café, puis un troisième café, puis enfin un autre café. Et au bout d'un moment, il n'y a plus personne à la machine à café. Elle ne sert plus à rien. On continue à la payer, on continue à la louer, on continue à payer l'électricité pour qu'elle reste en veille. Et pourtant, pendant plusieurs minutes, la machine à café ne fait rien. Mais arrive 9h15 et une équipe sort de morning meeting. Et boum, plein de monde fait la queue. Et on recommence petit à petit, les gens, un par un, ont leur café du matin et peuvent aller travailler ou discuter. Et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps et au bout d'un moment, à nouveau, plus personne n'a la machine à café, nous payons la machine à café pour rien, nous ne l'utilisons pas, nous bouffons de l'électricité, et ainsi de suite. Mais 9h30, à nouveau, les équipes sortent de morning meeting, viennent au café, tout le monde arrive en dedans, fait la queue pendant longtemps, enfin vous connaissez l'histoire, je vais arrêter au bout d'un moment. En fait, on a une corrélation entre les arrivées. Les personnes n'arrivent pas complètement au hasard les unes les autres, non, les personnes arrivent ensemble, en équipe, parce que vous faites des morning meetings et vous les terminez tous à la même heure. Dans une petite histoire, si vous avez compté, on a servi 9 cafés. Bel chiffre en tête. Autre problématique maintenant. Parmi les collègues qui attendent longtemps à la machine à café, certains vont laisser tomber. Peut-être leur morning meeting va commencer, et donc j'aurai plus vite mon café. Et c'est cool, ça enlève des collègues de la queue. Mais certains vont revenir. Et les gens qui reviennent, ils reviennent encore et encore. Ils passent la tête, oh non, il y a trop de monde, je reviendrai plus tard. Et ils prennent de la place dans la queue pendant un moment,
et puis ils ne bossent pas aussi pendant ce temps. En fait, réessayer, c'est quelque chose d'égoïste. Et c'est valable aussi pour nos applications. Un client d'API qui réessaye, il va dépenser de plus en plus de temps serveur pour augmenter ses chances d'obtenir une réponse. Je balance une requête, le serveur va la traiter, j'arrête d'attendre, je réessaye, ça fait une nouvelle requête sur le serveur. Et c'est quelque chose qui est acceptable quand les requêtes sont rares ou temporaires. Mais par contre, quand les erreurs sont causées par une surcharge et que vous renvoyez des requêtes pour essayer d'avoir une réponse, vous vous chargez encore plus les serveurs et vous empirez complètement le problème. Et là où les choses sont fun, c'est que dans un système distribué, il est impossible pour les clients de nos API de se communiquer les uns avec les autres et de se mettre d'accord pour dire non, on va peut-être arrêter de réessayer parce que le serveur est à genoux. Donc individuellement, vous décidez de réessayer ou de ne pas réessayer et peut-être vous empirez le problème. Quelle solution? Je reprends mon dessin. Machine à café, 9 heures, encore une fois, mais on va réfléchir un peu différemment. Au lieu d'avoir tout le monde qui arrive en même temps, et si on arrivait, genre les uns après les autres, qu'on prenait un café et qu'on repartait? Des fois, par hasard, il y aura peut-être 2 personnes au même moment, mais la machine à café fait son job, et on a des cafés les uns après les autres. Je peux cliquer pendant très longtemps, et au bout d'un moment, je n'aurai plus de quoi meubler. À nouveau 2 personnes qui arrivent, et on continue, un café, un autre café, un café, un autre café. Et vu la façon dont j'ai fait ça, je suis obligé de cliquer à chaque fois, c'est un petit peu fastidieux. Et on arrive jusqu'à 9h30, il y a encore du monde qui arrive, mais dans cette petite histoire, la machine à café n'est jamais restée à rien faire. On n'a pas payé l'électricité de cette foutue machine pour rien. Elle a tout le temps pondu des cafés. Et on a été vachement efficace. Si vous avez compté, on a servi 12 cafés sur le même intervalle de temps. Les gens qui s'en vont, les gens qui reviennent, les appels d'API qui échouent et qu'on retraille, qu'on recommence à faire, et si on attendait de plus en plus longtemps avant de les faire? Après tout, je lance un appel d'API, il échoue, réessayez tout de suite, réessayez tout de suite, réessayez tout de suite, réessayez tout de suite. Mais le pauvre serveur à l'autre bout, il n'en peut plus, il n'y a aucune chance qu'il me réponde. Donc attendons 10 millisecondes, puis 20, puis 40, puis 80, puis arrêtons d'attendre en fait. Et attention pour nos applications, ça ne veut pas dire consommer un processus pendant toute la vie juste pour attendre et réessayer. Parce que vous allez écrouler votre propre application si vous faites ça. Non, à la place, ça peut vouloir dire stocker une information dans une queue et la dépiler plus tard en asynchrone, bien sûr. Et dans la vraie vie, on peut même avoir des approches un petit peu surprenantes. Je ne dis pas qu'elles marchent forcément, mais vous pouvez les tester. Comme, je ne sais pas, quand quelqu'un arrive dans la queue et voit qu'elle est trop longue, autant laisser tomber tout de suite et faire un retry plus tard. Et ça arrive, on voit des gens le matin qui arrivent là, qui font « Oh, il y a beaucoup de monde à la machine à café, je vais revenir plus tard ». C'est autant de temps de gagner, et la personne peut aller travailler pendant ce temps. Ou alors, on peut faire des trucs un peu bizarres, comme dépiler les messages récents avant de dépiler ceux qui attendent depuis longtemps. De toute façon, ils vont partir en time-out et ils réessayeront, tant pis pour eux, quoi. Mais répondons vite aux personnes qui viennent d'arriver. Alors, si vous me faites ça quand je suis en train de faire la queue à la machine à café, je vous arrache la tête. Mais pour des API, peut-être que ça marche. Et puis, on peut s'amuser à changer l'ordre des messages dans une queue si on veut jouer un petit peu. Il y a un white paper qui montre que dans certains cas, c'est bénéfique. Vous jouerez avec. Et quand on travaille avec des queues, avec des mécanismes de file d'attente, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une queue de priorité normale et pour les trucs un peu urgents et rares, une queue de priorité haute? Et puis après, on va dire à nos clients que les messages dans la queue de priorité haute sont facturés 10 fois plus cher que les autres. Ça évitera d'avoir tout le monde qui saisit tout en priorité haute. Les collègues du support, vous faites peut-être déjà ça d'ailleurs. Ou peut-être pas. Et puis plus parlant pour nous sur des appels d'API et des choses qu'on peut vraiment faire, ne pas lancer tous les crons à 4 h du matin. J'ai connu des serveurs qui étaient surchargés à 4 h du matin, c'était le pic d'activité de la journée parce que tout le monde avait mis les crons à 4 h du matin. Ou quelque chose de très classique. On fait du cache, on met 60 minutes de durée sur nos caches, les caches expirent au bout de 60 minutes et on rebourrine la base de données pour rafraîchir tous les caches en même temps. Non, mettons un petit peu d'aléatoire sur nos durées de cache. Au lieu de mettre 60 minutes, mettons entre 55 et 65. Et comme ça, on ne bourrinera pas la base de données. On va étaler le rafraîchissement des caches. En cas de timeout, en cas d'échec de traitement, si vous réessayez, pareil, un petit peu de durée aléatoire. Comme ça, si vous avez des échecs à un moment, tout le monde ne va pas réessayer exactement 1 minute après, mais étaler ses réessais. Et puis, on peut faire des trucs un peu fun, comme de l'aléatoire sur les ressources disponibles.
La memory limit en PHP, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas la rendre un petit peu aléatoire? Ça éviterait que toutes nos applications ne plantent exactement au même endroit. Alors bien sûr, introduire de l'aléatoire, ça peut rendre le debugging un petit peu plus compliqué. Déjà, les bugs sont plus difficiles à reproduire, ils sont aussi plus difficiles à comprendre. Et l'autruche est mon nouvel animal favori pour me montrer une tête de quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire. Je vais peut-être vous faire peur avec ce titre. J'espère que ça compensera un petit peu. Deuxième problématique. Je reviens sur ma machine à café. On l'a vu sur le premier exemple tout à l'heure. Il arrive que les collègues arrivent par paquet à la machine à café et font la queue. Et même si on aimerait étaler un peu les arrivées, dans la vraie vie, ce n'est pas toujours possible. On n'a pas la main sur les arrivées à la machine à café. On n'a pas toujours le contrôle sur ce qui arrive sur nos plateformes. Et bien, une solution, c'est le travail constant. Alors, pas de panique. Et pour compenser, un petit café réconfortant. En fait, si on n'a pas la main sur les arrivées groupées des collègues, on a peut-être la main sur la machine à café. Et si, au lieu de préparer des cafés à la demande, on préparait des cafés en permanence et qu'on les posait sur la table devant la machine à café, au moment où une équipe sort de morning meeting et se jette sur la machine à café, non, elle ne se jette pas sur la machine à café. Elle prend les cafés qui sont déjà prêts sur la table. Et les collègues sont tout de suite servis. C'est le bonheur, on arrive à la machine à café, on est déjà servi. On consomme nos cafés, on s'en va. Et s'il n'y a plus de café sur la table, effectivement, on retourne dans le schéma précédent où nos collègues arrivent, font la queue à la machine à café les uns après les autres. Puis ça peut durer comme ça un petit moment pendant lequel je suis encore obligé de cliquer encore et encore à la fin de chacune de mes animations. Mais quand plus personne ne prend de café, on recommence à constituer un stock de café déjà tout prêt sur la table. Donc toutes les quelques minutes, un nouveau café arrive sur la table. Ce qui veut dire que quand les collègues, encore une fois, sortent de morning meeting, on a déjà des cafés sur la table et ils n'ont pas besoin d'attendre. Qu'est-ce qu'on a accompli avec ça? Nos collègues font moins souvent la queue à la machine à café. On n'a pas de moment où la machine à café est inutilisée, donc on ne paye pas l'électricité pour garder la machine allumée pour rien. Et puis on n'a pas non plus de moment où la machine à café est plus utilisée que ce qui n'est possible. Elle ne fait pas 2 cafés en parallèle. Cela dit, on a plusieurs machines les unes à côté des autres. Tout de même, des limites. Cette approche, elle fonctionne dans la limite de capacité de la machine à café, sinon on revient à l'approche initiale, et on l'a vu, des gens font la queue. Et ça peut aussi coûter plus cher, parce que on va acheter du café quand il est froid, c'est vraiment pas bon le café froid. Ou alors on a prévu le truc. Et en fait, prévoir le truc, vous l'avez vu, quand on a des petits déjeuners avec beaucoup de monde, ou quand vous allez en conférence, les cafés ne sont pas préparés à la demande. Quand vous avez 500 personnes dans une salle de conférence, il fallait faire les cafés les uns après les autres, on y passerait la journée. Non, les cafés sont préparés en cuisine, en avance, et ils arrivent dans des thermos. On a juste prévu de travailler constamment pendant 1 heure pour préparer des cafés, on les a foutus dans des thermos, et après nos utilisateurs sont satisfaits. Le café, c'est cool, et je peux en parler pendant très longtemps, je peux faire un talk entier sur le café. Si on parle un petit peu plus d'applications, en fait, sur nos applications, la variabilité, c'est un danger permanent. Un pic de trafic. Quand on scale, quand on démarre des réplicas, on a des applications qui démarrent froides. Quand on déploie une fonctionnalité, quand on subit une panne, quand on est en incident. Tout ça, ce sont des moments de stress pour nos plateformes et peut-être aussi parfois pour nous. Dans ces moments de stress, nous avons des traitements qui vont durer plus longtemps, souvent parce que les caches sont froids, parce que on a beaucoup de charge. Et quand un système ralentit, les clients réessayent, ils font F5, et ça empire les choses. Et au bout d'un moment, le système potentiellement s'écroule. Alors quand tout va bien, on a des clients à gauche qui vont faire des appels d'API sur cette API en bleu dont l'objectif est de savoir traiter jusqu'à X données par seconde. Donc les utilisateurs envoient leurs requêtes, tout va bien dans le meilleur des mondes possibles, on atteint la capacité de l'application ou moins, et on peut ensuite faire des traitements. Maintenant, si on imagine d'avoir beaucoup de clients qui font beaucoup de requêtes, genre plein de requêtes, la capacité de notre application, elle n'a pas changé parce que le scaling n'est pas instantané. L'autoscaling n'est jamais instantané. Et au bout d'un moment, on se retrouve avec une application qui est complètement surchargée parce qu'elle n'était pas dimensionnée pour ça. Bien sûr, bien travailler les timeouts et les réessais, ça aide à empêcher qu'une plateforme ne s'écroule totalement. Mais ça ne fait pas tout non plus, et ça n'empêche pas les ralentissements ni les échecs, et l'expérience utilisateur est donc dégradée. Donc une manière de réduire le risque, de moins subir de ralentissement et d'améliorer la stabilité,
C'est de réduire la variabilité, de toujours faire la même chose et dans la même quantité. Et pour une application web ou pour une API, ça signifie typiquement ne pas varier la charge en fonction du nombre d'utilisateurs. Et si je reprends mon schéma, ça veut dire en fait faire un lot. Donc toutes les requêtes, vous savez qu'il y en a un certain nombre qui arrivent, moins de X par seconde, on les met dans un lot dont on connaît la taille. Et ce lot, s'il est incomplet, on va le compléter avec des requêtes fictives peut-être. Finalement, on a un lot de X données. Ce lot, on peut l'envoyer à notre application et on sait que son objectif, c'est de traiter exactement X données par seconde. Donc, toutes les secondes, on traite le même volume de données. Il y a des données fictives dans le lot, mais on est dimensionné pour. Et comme ça, on n'a aucune variabilité sur la suite des traitements. C'est le moment où vous me dites, et si on mettait du cache? Le cache, c'est génial. Eh bien non, un cache ne réduit pas la variabilité. Au contraire, un cache ajoute de la variabilité. Un cache, ça s'introduit deux modes. Un mode nominal, où la donnée est en cache et où l'application répond rapidement, et un mode où la donnée n'est pas en cache et où l'application répond plus lentement. Et en plus de ça, si le mécanisme de cache tombe en panne, et ça arrive, ça peut causer des pannes en cascade, avec le stockage primaire qui s'écroule à son tour. Donc, un cache, ça introduit de la fragilité sur une application, notamment au moment où elle y est le plus sensible. Donc le cache n'est pas une solution pour améliorer la résilience ici. Alors que peut-être pré-générer des réponses, ça pourrait être une bonne approche. Genre ne pas faire de cache, mais générer en avance. Dans la vraie vie, deux exemples. Le premier exemple, c'est quelque chose de vrai, c'est la configuration des load balancers chez Amazon. Les load balancers chez Amazon, n'importe quel client peut en configurer, en créer, en supprimer, en configurer à n'importe quel instant, et Amazon ne sait pas quand ses clients vont configurer des load balancers. On pourrait lancer un workflow de modification qui se répercute sur une infrastructure, mais ça serait non constant. À certains moments, on aurait beaucoup de modifications, à d'autres moments, peu de modifications, et le workflow travaillerait plus ou moins. À la place, ce qu'AWS a fait, c'est intégrer les modifications dans un fichier sur S3. Ils ont considéré que c'était quelque chose qui marchait à peu près toujours. Et toutes les quelques secondes, les serveurs du plan de contrôle des load balancers viennent lire ce fichier et agir en fonction de son contenu. Même s'il y a eu 0 modification de load balancer par ce temps. Et le fichier, et c'est là l'astuce magique, c'est que le fichier fait toujours la taille maximale possible. Amazon sait, en X secondes, au maximum, on sait gérer X modifications de load balancer. Donc on va faire comme s'il y avait toujours X modifications. Même s'il y a des modifications bidons dans ce fichier pour qu'il soit plein. Ce fichier fait toujours la même taille. Et donc, même dans une nouvelle région Amazon qui n'héberge encore que très peu de clients, comme les deux régions qui ont ouvert la semaine dernière et la semaine d'avant en Suisse et en Espagne, toutes les quelques secondes, Amazon fait comme s'il y avait toujours autant de modifications de load balancer. Et c'est donc que ça marche toutes les quelques secondes. Sur un site e-commerce ou sur des applications comme les nôtres, on pourrait penser à une API de contribution et une API de catalogue. Eh bien, la contribution, nous pourrions forcer des événements bidons pour en avoir un nombre constant toutes les secondes. Et quel nombre d'événements fixés? On le sait. C'est le rate limit qu'on impose à nos clients. Ou c'est le SLO que nous annonçons à nos clients. Nous savons traiter 10 nouveaux messages par seconde. Si nos clients n'en envoient pas que 2, on sait qu'il faut en rajouter 8 bidons pour en avoir toujours le même nombre. En cascade, notre processus d'indexation et de construction du catalogue va être constant, puisque nous avons un nombre constant de modifications. Et nous pouvons générer un index statique de ce catalogue qui va être aussi de taille constante. Le stocker sur S3 peut-être. Bien sûr, la consultation qui est faite par nos utilisateurs n'est pas constante. Et là, en fonction des SLO de nos API, on va décider si S3 répond à nos besoins ou non. Et si on a besoin de personnaliser le catalogue, on va brancher une API de personnalisation par-dessus, une API d'enrichissement, qui elle aussi ne travaillera pas de manière constante, mais elle saura se dégrader gracieusement si elle souffre. Donc on saura renvoyer des données statiques non personnalisées si la personnalisation échoue. Et oui, c'est du boulot de dingue, ça change des choses, et c'est une architecture complètement différente de celle à laquelle on est habitué. Et ça peut répondre ou non à certains besoins. Et comme beaucoup de choix d'architecture, c'est plus facile d'y penser avant de commencer un projet que quand il est en prod et quand il ne tient pas la charge. Posons-nous des questions avant de commencer à coder, ça nous fera gagner beaucoup de temps sur la suite du projet, même s'il démarre un petit peu plus tard.
Et puis, troisième pattern, je vais parler de shuffle sharding, qui est un exemple d'architecture cell-based. Et qu'est-ce que c'est une architecture cell-based? Une architecture basée sur des cellules. De façon super simple, le principe, c'est de découper les traitements et de les isoler. Et une cellule, ça va être un sous-élément indépendant et isolé d'une plateforme, comme une région AWS, comme un data center. Si un data center brûle, l'autre data center continue à fonctionner. Ce sont deux cellules indépendantes. Ou un déploiement d'une application. On peut dire une application est une cellule indépendante des autres applications. Et dans une architecture microservice idéale, ce serait le cas. Les bénéfices de tout ça, c'est qu'on améliore notre capacité à éviter les échecs, on améliore notre capacité à résister aux échecs quand ils se produisent, puisqu'on sait que tout tombe en panne un jour ou l'autre. On peut facilement créer ou supprimer des cellules et on peut donc scaler assez facilement. On détecte aussi des erreurs plus facilement, puisque nous avons des ensembles isolés, plus facile de comprendre ce qui dysfonctionne. Et puis, on a un blast radius plus limité, parce que si une application est isolée des autres, quand cette application pète, les autres ne cassent pas en cascade. Je vais montrer deux exemples d'approches cell-based et expliquer pourquoi elles sont imparfaites. La première, c'est le load balancing. Encore une fois, mes talents graphiques. Vous avez en bas de l'écran 4 serveurs, ce sont des serveurs, et vous avez en haut de l'écran 5 clients, carré, croix, rond, et ainsi de suite. Si on fait du load balancing, les requêtes de nos 5 clients vont être balancées à tour de rôle sur les différents serveurs. Vous imaginez pas le temps qu'il faut pour faire ça sous Keynote. Mais quand tout va bien, eh bien, tout va bien. Les utilisateurs sont contents, ils ont tous eu des réponses à leurs requêtes, et la charge a été étalée convenablement sur nos machines. Par contre, quand les choses vont un petit peu moins bien, eh bien, nous envoyons des requêtes, et imaginons le moment où X est un client toxique. Par client toxique, c'est un petit peu vague, ça peut être ce client envoie des requêtes qui plombent la base de données parce qu'on n'a pas optimisé, on n'a pas pondu un index, par exemple. Ou ce client essaye d'attaquer notre plateforme et de faire des injections dessus. Enfin, le client casse la plateforme d'une façon ou d'une autre. Et nous perdons un serveur. Par le biais du load balancing, les requêtes suivantes arrivent sur d'autres serveurs et tout va bien. Mais au bout d'un moment, X envoie une nouvelle requête et casse un deuxième serveur, puis une troisième requête et casse un troisième serveur. À ce moment-là, tous les autres clients envoient leur requête sur le seul serveur qu'il reste. Et ils commencent un petit peu à ramer. Ils commencent à souffrir un petit peu. Puis si on n'a vraiment pas de chance, X va envoyer une nouvelle requête. Nécessairement, cette requête arrive sur le serveur numéro 4 qui s'écroule à son tour. Et plus aucun de nos clients ne réussit à avoir de réponse à ces requêtes. Et c'est le moment où je profite de ce LFT pour introduire ces deux nouveaux emojis qui sont arrivés sur Slack il y a un jour ou deux, qui s'appellent Glob2 et pas Glob2. Et contrairement aux versions numéro 1, ceux-ci sont transparents, donc ils rentrent bien sur fond blanc et sur fond noir. C'est la nouveauté de l'année. Deuxième approche imparfaite, le sharding. On réorganise un petit peu les choses. On fait 3 cellules, 3 ensembles de serveurs, 1, 2, 3, et on affecte nos clients sur ces cellules. On dit le client carré, le client croix tombe toujours sur l'ensemble 1, le client rond et triangle toujours sur l'ensemble 2, et le client, c'est un losange, une tentative de losange, tombe toujours sur l'ensemble 3. On balance les clients et on balance les requêtes, et au bout d'un moment, X fait une requête, X est toxique, il tombe un serveur. Dommage. Il fait une deuxième requête, il tombe un deuxième serveur, pas de chance, mais on continue à répondre aux requêtes des autres clients. Donc, les 3 clients de droite sont contents, parce qu'ils ont encore des ensembles de serveurs qui sont capables de leur répondre. X n'est pas content, mais il n'avait qu'à pas faire de requêtes méchantes, ou à pas tomber sur le bug de notre application. Et malheureusement, Carré Bleu est sur le même ensemble de serveurs que X, et n'est donc pas satisfait. Donc notre solution est imparfaite. Elle est moins pire que celle d'avant, mais elle n'est pas encore terrible. La solution à ça, c'est le shuffle sharding. J'ai acheté un jeu de cartes pour essayer de faire la démo ici. J'ai essayé chez moi. Je me suis rendu compte que mélanger les cartes, je ne sais pas faire et que la meilleure approche, ça serait de jeter le jeu de cartes en l'air et ensuite de ramasser 4 cartes au hasard. Et je me suis dit que j'allais juste vous le faire comme ça. Imaginez, vous avez un jeu de cartes avec 52 cartes, vous le mélangez, vous tirez 4 cartes, ça vous fait 270 000 combinaisons possibles. Ça s'appelle des mains, d'après Internet. Maintenant, vous remettez ces 4 cartes dans le paquet, dans le truc, là, dans le deck de cartes. Vous remélangez et vous tirez à nouveau 4 cartes. Vous avez une chance sur 270 000 et des brouettes d'avoir les mêmes cartes. Vous avez moins d'une chance sur 4 d'avoir
une même carte présente dans deux mains, vous avez une chance sur 1000 pour 3 cartes. Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer un petit peu ce côté sympathique de on n'a jamais deux fois de suite la même chose? Ce qu'on faisait juste avant? Eh bien, si, on pourrait. Reprenons nos 6 serveurs, mais au lieu d'en faire des ensembles de 2 machines, on va les laisser tous les 6 indépendants. On a 6 cellules en bas. Et on va répartir nos clients sur ces 6 cellules. Pour chacun des clients, on a 2 shards, donc on va mettre nos clients sur 2 serveurs. Le client carré tombe sur les serveurs 1 et 2, le client croix sur les serveurs 1 et 3, et ainsi de suite. Et on voit qu'on n'a jamais 2 fois la même combinaison de clients affectés à nos serveurs. Et quand tout va bien, tout va bien, bien sûr, nos clients sont balancés en fonction de leur répartition. Et ils sont contents. Mais quand les choses ne vont pas, on commence à faire des requêtes, et au bout d'un moment, croix arrive sur un des 2 serveurs où il est affecté. Et il plombe ce serveur. Bon, ok, pas de chance. Ensuite, une deuxième requête, il tombe sur le 2e serveur où il est affecté. Il plombe aussi ce serveur. Mais toutes les autres requêtes des autres utilisateurs continuent d'arriver sur les autres serveurs. X n'est pas content, bon, il a cassé les serveurs, c'est sa faute, mais les 4 autres clients ont toujours des serveurs opérationnels pour leur répondre. Certes, Bleu n'a plus qu'un seul serveur, Carré n'a plus qu'un seul serveur qui lui répond. Il a 2 fois moins de capacité, ça va peut-être ramer un petit peu le temps qu'on relance une machine. Mais ici, seul le client toxique est impacté. Alors si on veut faire un petit peu de mathématiques, le nombre de combinaisons possibles, il y a une formule qui est à l'écran, je ne vous la lirai pas parce qu'il y a des factoriels et des trucs, c'est de l'enfer. Mais sur la ligne du milieu, on est dans le cas que j'avais dans mon exemple. On a 2 shards pour chacun des clients, donc chaque client a 2 serveurs, et on a 6 cellules au total, 6 serveurs au total, ce qui nous donne 15 combinaisons possibles. Et l'impact qu'on peut avoir, l'impact, c'est le pourcentage de chance qu'un client B soit totalement impacté si un client A est cassé. Ben, l'impact, c'est 1 sur le nombre de combinaisons fois 100. Et avec les 15 combinaisons qu'on avait, on a 6% de chance, sur 66% de chance, d'avoir 2 clients qui soient toujours ensemble. Pour que ça marche bien, faisons des retries. On fait autant de shards plus une qu'on n'est pas à faire de retry. Donc si on accepte 3 réessais sur nos requêtes, mettons 4 shards par client. Et au pire, un client n'aura vraiment pas de chance, tombera sur 3 serveurs cassés avant d'arriver sur le 4e, qui est forcément opérationnel. Maintenant, dans la vraie vie, eh bien, si on en croit Amazon, le shuffle sharding, c'est simple, mais puissant. Et c'est même vachement puissant, ils en utilisent dans plein d'endroits. Et un des endroits où Amazon utilise beaucoup de shuffle sharding, c'est dans le service Route 53. Et le service Route 53, c'est le service DNS d'Amazon, donc qui est très important, puisqu'à chaque fois qu'on fait une requête HTTP, on tape sur ce service. Et c'est un des très rares services Amazon qui vous annonce 100% de SLA. C'est extrêmement rare. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé 2048 serveurs de nom de domaine, donc 2048 cellules, et chaque domaine client est assigné à 4 cellules. Donc, si vous avez un nom de domaine, vous allez tomber aléatoirement sur un de vos 4 serveurs parmi les 2048. Si on reprend la formule que j'ai montrée juste avant, avec le truc en rouge, là, et la division et les factoriels, en fait, aucun domaine ne partage jamais plus de 2 serveurs avec un autre domaine. Donc, tu fais un nom de domaine, tu fais un nom de domaine, au maximum, vous avez 2 serveurs en commun. Encore, ça serait une sacrée coïncidence. Maintenant, dans la vraie vie chez nous, c'est pas forcément facile. On ne veut pas perdre l'isolation qu'on a entre nos clients aujourd'hui, qui est une isolation forte. Sur des instances mutualisées, on pourrait peut-être sharder en fonction des clients, mais on a des déséquilibres entre nos clients, donc c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et puis surtout, on va se demander quelle clé de répartition utiliser. Est-ce qu'on répartit par vidéo, par utilisateur, par device? Et considérant qu'on a déjà eu des bugs sur certains devices et qu'on a beaucoup de devices, ça pourrait être une idée. Ou alors, on pourrait ne pas penser à la maille plateforme, qui est quand même assez complexe parce qu'on bosse dessus depuis pas mal d'années, et se concentrer sur 1 ou 2 microservices extrêmement critiques. Et là, je suis sûr que ça serait beaucoup moins difficile. En conclusion, on approche des 30 minutes. Eh bien, nous travaillons dur et nous croyons à la persévérance, notamment dans les situations challenging, les situations les plus challenging même. Et on a des sacrés challenges devant nous. Donc, allons-y, croyons-y. Et puis, j'aimerais vous rappeler que nous minimisons la complexité, mais que nous pensons gros, et que des petites solutions ou des solutions one-shot ne sont juste pas suffisantes. La résilience applicative,
C'est un gros sujet avec des gros impacts sur l'architecture applicative. Ce n'est pas quelque chose qui vient a posteriori une fois qu'un projet est en prod. C'est trop tard et vous allez en chier. Pensez-y avant. Et ce n'est pas non plus un truc de l'infra, comme j'entends parfois dire, il suffit d'ajouter des serveurs. Non, ça impacte vraiment l'architecture de votre plateforme. Et puis maintenant, c'est à vous de jouer. Et si on veut une première idée, peut-être, on pourra ajouter dans notre template de post-mortem cette question. Comme exercice de pensée, comment pourrions-nous réduire le rayon d'explosion d'un événement similaire par 2? Comment est-ce qu'on ferait pour augmenter la stabilité de notre plateforme? Si on se posait cette question-là à chaque fois qu'on a un incident, est-ce qu'on n'éviterait pas des incidents? Merci beaucoup, je m'appelle Pascal Martin, principal ingénieur chez Bedrock, et nous avons 0 secondes, je suis parfait, 30-0-0, donc nous n'avons pas de temps pour les questions. Je vais vous poster sur Slack toute une série de liens vers des articles super intéressants et d'autres vidéos aussi. Et puis si vous avez des questions, lancez un thread. Il y en a peut-être déjà un qui est lancé, je ne sais pas. Et puis j'essaierai d'y répondre dans la matinée. Il y a une question dans le chat. Je peux te la lire si tu veux. Une question de Hugo qui nous dit: comment, en tant que dev front, pouvons-nous contribuer? Moins de retry? Si oui, avec qui discutons-nous des délais entre les requêtes? Comment définir des priorités concrètement? C'est un header, point d'interrogation. Ne pas taper si ma question n'est pas claire. Il y a plusieurs questions dans la question. Je vais essayer de répondre à une des questions. Comment est-ce qu'on peut contribuer en tant que développeur front? Quelque chose qu'on voit très souvent dans les applications front, dans les applications user-facing, c'est quand une requête échoue, on affiche un bouton à l'utilisateur en lui disant ça a merdé, cliquez ici pour réessayer. Quand ça arrive et quand ça merde chez tous les utilisateurs cliquent sur le bouton instantanément. Et alors la plateforme, si elle était déjà à genoux, maintenant elle est complètement morte et tous les utilisateurs cliquent sur le bouton actualiser. Ça ne marchera jamais tant qu'ils vont continuer à cliquer. Ou même certaines applications front vont juste réessayer tout de suite, genre une requête échoue, je la relance, une requête échoue, je la relance, une requête échoue, je la relance. Et on peut se retrouver avec des dizaines de milliers de requêtes qui arrivent à la suite les unes des autres parce qu'il y a un bug dans l'application et on réessaye tant que l'application bug, c'est-à-dire jusqu'au lendemain matin. Donc des fois, complexifier un petit peu ce réessai, ça peut être une façon d'aider la plateforme à se remettre en cas de problème. Et le bouton, oui, je sais qu'il est intéressant pour nos utilisateurs qui n'ont pas forcément le réflexe d'appuyer sur F5 ou qui ne savent pas faire sur une application mobile, mais des fois, attendre quelques secondes avant d'afficher ce bouton, cliquez ici pour réessayer, ça peut déjà éviter que tout le monde ne clique sur réessayer instantanément et en boucle. Genre poser un dictionnaire sur la touche F5. J'ai répondu à la moitié de la question, mais c'était la partie simple. Ça nous va. On va se laisser pour une petite pause de 10 minutes.